Et on va commencer le reportage. Ouais, vas-y, mets le générique et ciao. Monsieur Emmerich nous parlera de presse et résistance, en particulier dans le Gard, à l'occasion donc du CD-ROM qui a été réalisé, dont il est le co-auteur. Alors, dans la naissance des mouvements de résistance, la presse a joué un rôle tout à fait considérable et pourtant, j'en redirai peut-être un mot dans un instant, quand on sait les tirages, les chiffres de tirage et les difficultés à la fois d'impression et de diffusion par rapport au tirage ou aux influences que les médias d'aujourd'hui peuvent avoir, on se dit comment la presse a-t-elle pu jouer un rôle aussi considérable. Bien, les principaux mouvements, y compris d'ailleurs pour le Parti communiste, dont l'Humanité clandestine est reparue dès le 26 août 1940, la plupart des mouvements ont commencé par exister avec des journaux. Ces journaux, c'est une source unique, incontestable, continue et j'allais dire souvent durable de ce qui s'est passé pendant cette période de 1940 à 1944. Très souvent, les différents journaux sont apparus comme une sorte de journal officiel du mouvement qu'ils représentaient. D'autre part, ils n'ont pas l'ampleur que l'on a connue ensuite dans la presse libérée. Le journal ne peut pas tout dire. Chaque mouvement a un langage particulier. Il ne permet pas de percer non plus le secret des délibérations des dirigeants, ce qui absorbe d'ailleurs une bonne part de leur énergie. Qu'est-ce qu'un journal pendant la résistance? Un élément de contre-propagande. C'est aussi un agent incitant les lecteurs à lutter aux côtés de ceux dont ils portent les idées. Il ne s'achète pas, il n'a pas d'abonnés. La lecture et la diffusion sont un libre choix. Il se crée des amis. Et être complice de la diffusion, je ne parle même pas de la rédaction de la pression, être complice de la diffusion d'un journal peut être lourd de conséquences quand on sait ce qui s'est passé pendant toute la période de l'occupation. Ce journal traduit au fil des mois et des années les espoirs, les soucis, les préoccupations. Pourtant, ces journaux sont des feuilles modestes par leur format, leur minceur. Ils ressemblent d'ailleurs davantage à des tracts qu'à des journaux de temps de paix. Aujourd'hui, on est submergé par les différentes radios. À l'époque, il y a une radio et on n'a pas de transistor, on n'a qu'un poste de radio et qui ne peut fonctionner, bien sûr, qu'à condition d'être branché sur l'électricité. Pour ça, quand on me dit parfois, tout le monde n'est pas d'accord, que bien des résistants prétendent ou prétendaient qu'ils ont entendu l'appel de Gaulle à la radio de Londres, je dis que compte tenu de l'époque, c'est-à-dire l'exode, 10 à 12 millions de Français sur les routes, compte tenu de ce qu'on n'a pas la possibilité ni même l'idée d'emporter un poste de radio dans les moyens de transport qui étaient souvent des charrettes, des brouettes ou n'importe des vélos, n'importe quoi, pour quitter les régions du Nord, bien peu de gens, sauf ceux qui étaient restés chez eux, notamment dans les régions de l'ouest de la France ou de l'ouest, peu de gens ont pu entendre l'appel, qu'il ait été connu par la suite grâce justement à la diffusion de tracts et à tout ce que se disait. Alors, importance de la presse. Un témoin qui est cité par un historien que j'aime bien, un historien britannique, qu'Edward,
et qu'on a souvent cité dans le CD-ROM. Un témoin rapporte, je le cite, « Expliquer et informer, c'est ce qu'on a fait pendant la première période de la résistance. Si j'insiste, dit ce témoin, c'est parce que les gens s'imaginent que la résistance n'était qu'une affaire de mitraillettes. Tout le temps, il nous a fallu expliquer le comment et le pourquoi. » De toute façon, Vichy publie des décrets-lois dès l'été 40 qui étend la censure, limitant la liberté de la presse avec des mesures qui vont s'aggraver au fur et à mesure de l'évolution. La presse clandestine est diffusée donc en format réduit à partir de la fin 40. C'est d'abord Liberté, qui est publiée à partir de la faculté de droit de Montpellier, puis diffusée sur Alès et Nîmes par des étudiants de cette faculté de droit. Liberté qui plus tard fusionnera avec Combat et dont les lieux de diffusion sont surtout les deux grandes villes, si j'ose dire, du département, c'est-à-dire Nîmes et Alès, mais aussi Saint-Géniès de Malgoiras. Fin février 41, le Cri du Gard circule dans la région alésienne. Il est imprimé à Nîmes, à rue Bachalas, sous la direction de l'instituteur communiste Jules Monlot. Dans le bassin minier, une imprimerie portative à tampons acquise à Manufrance est cachée à la Planquette, je crois que ça dépend de la commune de Branoux. Début 43, une imprimerie clandestine naturellement est livrée à Saint-Christol au salon de coiffure de la commune et qui entre en activité dès le lendemain avec la distribution de tracts sur la région alésienne. Enfin, pour citer toujours le cas du Gard et de la région, d'ailleurs, du secteur ici, en février 1944, une imprimerie clandestine du Front National, donc on a parlé tout à l'heure, Front National FTPF, fonctionne près de Rouvelongue, aux salles du Gardon. Alors cette presse n'est pas seulement une feuille de papier, comme on l'a dit, c'est un acte. C'est la une de Libération, le mouvement créé par Emmanuel Dastier de la Vigerie. C'est Libération qui l'imprime ainsi, non pas une feuille de papier, mais un acte. Et on observera que c'est à partir de ces journaux que les grands mouvements, en dehors de l'Humanité bien sûr pour le Parti communiste, mais j'en ai parlé tout à l'heure, les grands mouvements qui ont existé sur la résistance, je citerai Combat, je citerai Libération, je citerai Franc-Tireur, parmi les plus importants, ont publié des numéros, mais ne croyez pas, ou ne croyons pas, qu'il y a eu une diffusion massive. Libération, donc le journal et le mouvement d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, c'était le mouvement de Raymond et Lucie Aubrac en même temps, qui faisait partie de son comité directeur. Libération a publié au total pendant la clandestinité 54 numéros. Combat en a publié, c'est le mouvement d'Henri Freinet, en a publié 58. Franc-Tireur en a publié 37. Le dénominateur commun, a dit un historien, le dénominateur commun à la grande majorité des mouvements est donc bien le primat accordé à la propagande. Au total, donc, la presse a joué ce rôle tout à fait considérable parce que c'est autour de ces journaux que les mouvements ont fini par se constituer, puis par se regrouper, puis par se développer. En tout cas, à la Libération, les journaux, disons, qui ont favorisé la collaboration, qui étaient eux-mêmes collaborationnistes, comme on disait, les journaux tels l'Éclair, le Petit Méridional ou le Républicain du Gard, que j'ai cité tout à l'heure, sont évidemment suspendus, et ce sont des journaux issus des mouvements de libération qui en prennent la succession. En particulier Midi Libre,
issu de l'Éclair, et La Voix de la Patrie, qui était le journal communiste paraissant dans la clandestinité depuis 1942 et dirigé au départ par Georges Sadoul, puis Louis Mardon. Des hebdomadaires, je terminerai là-dessus, des hebdomadaires sont également parus. Le Volontaire, il y en a un facsimilé qui est affiché là-bas, qui était l'organe du Front National FTPF, imprimé chez Compan, à Nîmes, et l'Assaut, non, à Alès, pardon, et l'Assaut, publié à Nîmes, mais qui ont dû cesser leur parution au bout de quelques mois. Donc, le retour à la liberté d'expression, je crois qu'on en a dit quelques mots tout à l'heure. Le retour à la liberté d'expression n'a pas permis la disparition, au contraire, des difficultés matérielles et financières, et la presse issue, c'est ma conclusion, la presse issue de la résistance va suivre le même chemin, celui du déclin, à l'image des politiques suivies, et donc des immenses déceptions de l'après-guerre. On s'en est aperçu, j'allais dire partout, et ici en particulier, à partir de 1947.